Bonjour Yves Sioui Durand. Très heureux d'être de nouveau en ta compagnie pour ce qui est le lancement en fait du livre, le lancement officiel, on pourrait dire, du livre de ton dernier livre paru, donc Okiwe Atisken, L'esprit des eaux, écrits théoriques, poétiques et polémiques. Donc, je peux le montrer peut-être à l'écran ici, qui est paru il y a quelques semaines dans la collection Americana aux presses de l'Université Laval. On a eu la chance, Yves, hier, de s'entretenir au salon des, au salon du livre de Wendake. J'entends un son, là. Non, OK. c'est correct, ça va. OK, d'accord. Alors, peut-être faire juste des présentations rapides. Bon, Yves Sioui Durand, même si je crois qu'on peut se passer de présentation dans ton cas, étant donné justement l'envergure de ton parcours artistique, je vais quand même mentionner que tu es cofondateur de la compagnie théâtrale autochtone Ondinoc, en compagnie de Catherine Jonca et de John Blondin. Donc, en premier lieu, je pense que ça situe ton travail aussi de dramaturge, donc d'auteur de théâtre, mais également aussi de metteur en scène, d'acteur, de comédien, en fait. Et aussi, on peut dire plus largement de cinéaste, puisque tu as aussi fait œuvre dans le domaine du cinéma et également dans le domaine poétique. Donc, ça résume un peu rapidement, là. Je pourrais rajouter aussi évidemment que tu es une figure de proue du mouvement artistique et culturel de Renaissance autochtone et que dans ce sens-là, tu as fait œuvre aussi disons, d'activiste politique, notamment en organisant avec Ondinoc les printemps autochtones d'art, 3 éditions donc, et aussi en fait un grand rassemblement sur une, une, un état de la création artistique autochtone en 2017, au printemps 2017. Donc, c'est une feuille de route qui est très impressionnante, qui est très, disons, éloquente aussi, évidemment, en même temps. Euh, Puis, bon, de mon côté, moi, j'agis à titre de directeur de collection de la collection Americana. Mon nom, c'est Jean-François Côté, donc je suis professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Et j'étais très heureux, évidemment, disons, de pouvoir compter sur l'addition de ce livre-là, ton dernier livre, donc le rassemblement de tes écrits des 35 dernières années dans la collection Americana que je dirige. Alors, on peut peut-être simplement amorcer la discussion sur ces bases-là. Donc, la publication de ton dernier opus au PUL. Écoute, ben d'abord, Kwekwe Ashkenonia, Jean-François, merci beaucoup. Yawa, Yawa, dans ma langue. Yawangoa, grand merci à toi pour m'avoir aidé, dans le fond, à rassembler tous ces écrits parce qu'effectivement, c'est un travail patient, important de recollection de ces textes-là qui ont été publiés au cours des 35 dernières années dans différentes revues, ici au Canada, au Québec et ailleurs, à travers, dans quelques pays à travers le monde. Je pense que c'est très, très important et je t'en remercie de m'avoir effectivement poussé à reviser avec toi tous ces textes-là. Parfois, j'ai intervenu dans certains textes où je trouvais qu'il y avait quelques déformations de ma pensée. Mais ce qui est important, effectivement, c'est un livre important parce que c'est un des rares livres fait par un artiste autochtone qui est un livre à la fois, comme tu dis, théorique, poétique et polémique, et qui est une réflexion très, très large et profonde, je pense, et sincère sur l'art vivant autochtone et les arts autochtones en général, Oui, dans la société québécoise, au Canada et aussi à travers les trois Amériques. oui, Bon, qui tout n'est à pas fait. nécessairement un portrait exhaustif de tout ce qui s'est fait au cours des 35 dernières années, mais qui est plutôt centré sur mon parcours, sur le parcours d'Ondinoc, la compagnie que j'ai fondée, comme tu dis. Et donc, je suis un peu le fondateur de la dramaturgie autochtone au Québec.
Un peu. Je participe à ça. Je veux dire, Un peu beaucoup quand même, avec ben, au-delà de 20 productions théâtrales dans ouais, les 35 dernières années, je voilà, pense qu'on peut dire un peu c'est beaucoup, ça. là. Et bon, ce qui est important de retenir, c'est cette réflexion large sur les arts. Je pense que le livre permet un éclairage effectivement particulier euh, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 35 dernières années, et particulièrement dans mon domaine, le théâtre, mais pas seulement le théâtre. Donc, hier, on a eu un premier échange dans le cadre du Festival de littérature autochtone de Croyatonk de Wendake, qui est virtuel. On a fait, je pense, une bonne entrevue ensemble, un bon échange. Euh, c'est sûr que le livre est très, très dense en termes de thématiques et de complexité de ces thématiques-là. Donc, il permet de s'approcher de ma vision qui est celle de toute une démarche, hein, d'une réappropriation de ma culture, une réappropriation tu sais, de ce que c'est le théâtre autochtone. Oui, Parce qu'il y a beaucoup de théâtralité, hein, tu sais, je veux dire, toutes les théâtralités sont tous intéressantes à travers le monde. oui. Euh, Mais mais le monde autochtone a été longtemps privé de ces arts de représentation. Hein. On sait qu'au Canada, aller jusqu'en 1947-50, euh, les cérémonies traditionnelles qui étaient des cérémonies aussi de transmission de connaissances et de formes de représentation ont été interdites. Hein. oui, Étaient hors la loi. Donc, je fais partie d'un mouvement qui a commencé on pourrait dire, le théâtre contemporain autochtone a commencé dans les années 80-82 avec des auteurs des auteurs anglophones comme Thompson Highway, par exemple, Thompson en High, oui, 82. Et oui. donc, on fait partie, on dit là, des pionniers, des compagnies pionnières de ce théâtre contemporain autochtone et qui est une phase, qui fait partie d'une phase de décolonisation et de reconstruction culturelle. Et donc, le livre témoigne de ça. Oui, complètement. Puis c'est ça, on retrouve beaucoup d'échos de différents aspects, en fait, de ce mouvement-là. Un mouvement artistique, mais un mouvement culturel, je pense, puis mouvement politique aussi. C'est peut-être ça qui est indiqué, dans le fond, dans le sous-titre du livre, Écrit théorique, poétique et polémique. C'est ces trois dimensions-là. Parce il y a l'engagement envers le théâtre, et puis il y a des textes dans le livre qui révèlent très bien les positions développées à l'intérieur de la pratique théâtrale d'Ondinoc. Mais il y a aussi, évidemment, des textes poétiques qui sont de ton cru, que tu as d'ailleurs ajouté. Il y a des inédits qu'on trouve dans le livre, qui c'est quand même Oui. assez intéressant. Tu as fait un beau travail sur la forme. C'est-à-dire que, oui, il faut rassembler les écrits et tout ça, mais bon, te connaissant, je savais que ça allait prendre un peu cette tournure-là, c'est-à-dire que tu ne t'es pas contenté simplement de rassembler ça, tu t'as retravaillé l'ensemble pour donner une nouvelle mouture à cette réflexion-là sur tes écrits, parce que c'est une republication, mais en même temps, c'était une première publication d'ensemble. Et tu t'es donné pas mal de mal, justement, pour faire un bel ensemble avec ça, en introduisant donc des sections, en introduisant des textes nouveaux, inédits, en présentant l'ensemble. Puis aussi en laissant une place, ce qui est quand même assez intéressant aussi, assez important, à la dimension plus polémique, en fait, disons, tes prises de position comme telles. Hier, on a eu une bonne discussion. D'ailleurs, si les gens sont intéressés, elle est disponible, l'entrevue qu'on a eue hier dans le cadre du Salon du livre de Wendake sur le site du Salon. Puis hier, on a abordé peut-être plus les dimensions théoriques, justement, sur le théâtre et poétique. Puis peut-être aujourd'hui, on pourrait, vu qu'on a un petit peu moins de temps, aller du côté justement des écrits peut-être plus polémiques que le livre contient. Pas parce que c'est complètement séparé, hein. Ces trois dimensions-là, en fait, se répondent l'une l'autre. Là. Je pense qu'elles ne peuvent même pas aller l'une sans l'autre, en fait. Mais tout de même, on peut quand même peut-être concentrer un peu là-dessus. J'aurais envie encore une fois de citer juste
très court extrait d'un texte qu'on trouve dans le livre qui est paru dans la revue Inter à l'hiver 2016 et qui est repris ici sous son titre original, donc Résistance, reconstruction et autodétermination culturelle des Indiens d'Amérique. Donc un texte que tu as écrit. Et puis j'en cite deux courts extraits. Je pense que ça va bien cadrer le propos de la prise de position, là. Nous, les artistes des Premières Nations, nous luttons contre les définitions colonialistes des institutions étatiques qui cherchent à nous enfermer dans des catégories cul-de-sac. Nous devons constamment lutter et demeurer alertes et fermes devant l'aliénation conceptuelle qui hante le discours politique et parfois religieux des dirigeants autochtones de nos propres communautés. Nous avons à lutter contre notre ignorance entretenue par le mauvais folklore, contre la peur des vraies valeurs non occidentales et non chrétiennes qui ancrent nos véritables cultures dans un fond commun que nous partageons tous au sein des trois Amériques. Puis je poursuis un petit peu plus loin. Si le mot théâtre est européen, la pratique de l'art de représenter, elle, est transculturelle et universelle. Chaque culture humaine a son théâtre, ses formes de représentation, ses arts vivants, et c'est également vrai pour les trois Amériques d'avant la conquête. Le théâtre est l'art où l'on rend présent, à nouveau. Le théâtre pour Ondinoque est un art archaïque lié aux racines du chamanisme. Il est un dialogue avec la cosmologie, avec les animaux, avec les ancêtres. Il y a donc une demande, une quête, une interrogation de nos origines, de nos racines, de tout ce qui nous fait être ou ne pas être. Belle formule shakespearienne, en fait, mais qui est prise ici dans un sens peut-être justement un petit peu plus revendicatrice, au fond. Oui, écoute, encore une fois, je veux dire, dans ce que tu viens de citer, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Pour moi, il est évident tu sais, que le poétique doit inspirer le politique. Le poétique et l'art en soi, et les artistes autochtones actuels, si tu veux, au-delà de l'activisme comme tel, ou tu sais, c'est surtout la quête qui est en cours, qui est celle des artistes autochtones, qui, à mon avis, est beaucoup plus en avant-garde du politique. Pourquoi? Parce que les artistes sont appelés par leur art même, par leur pratique, à s'interroger sur leur véritable racine, qui on est. Hein? Être ou ne pas être, tu citais Shakespeare, on peut dire que Shakespeare lui-même, dans cette équation, un peu comme E égale MC2, être ou ne pas être, c'est là la question, résume en fait toute la dynamique du théâtre. Tu sais. Toute la dynamique aussi d'une collectivité humaine qui, à travers ce qu'on appelle l'histoire, peut souffrir d'être anéanti, d'une volonté d'anéantissement. C'est le cas des Autochtones des trois Amériques. Hein. Hier, je réfléchissais avec ma compagne Catherine et je me disais, c'est incroyable que dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des cultures humaines, qu'il y ait eu ce désir d'anéantissement des civilisations autochtones d'Amérique. Et comme si nous, Amérindiens, autochtones, on ne pouvait pas participer au devenir de l'humanité avec la trésor de nos cultures qu'on appelle précolombiennes, donc avant colons, donc pré-chrétiennes. Et c'est ça qui est assez incroyable dans notre tragédie à partir de la période historique de l'arrivée des Européens dans l'Amérique, des conquistadors particulièrement. Ce désir d'effacement complet des cultures autochtones et qu'on en garde des artefacts qui font le bonheur des collectionneurs à certaines époques et qui aujourd'hui ressurgit comme étant un potentiel de connaissance qui a été enfoui, volontairement écarté de l'avancement de la civilisation humaine, de l'humanité. Et aujourd'hui, on se rend compte, je pense, de plus en plus, à l'échelle des trois Amériques, qu'on ne peut pas vivre
le futur qui s'en vient, sans réintégrer l'humanité autochtone dans le devenir de l'humanité. Donc, les artistes autochtones sont les fers de lance de l'éclairage, de jeter un éclairage sur cette très, très grande richesse et très, très grande histoire qui est la nôtre, par le fait même qu'on est obligé de s'interroger sur nos origines, puisqu'il y a eu une tentative d'assimilation et de négation de tout ce qu'on était. Et on a démonisé nos pratiques, nos cultures, la religion chrétienne particulièrement, l'entreprise de conversion a allumé des lumières rouges partout. Nous étions des superstitieux, nous étions des êtres inférieurs, nous étions, tu vois, sans système politique, sans système de gouvernance comment je dirais ça, de structure qui permettrait un dialogue entre le monde européen et le nôtre. Il y a eu, donc, tout ça a été une déconstruction, une négation complète de notre savoir, de notre présence et de notre responsabilité comme humains face à nous-mêmes. On nous a enlevé tout ça, tu vois. Et donc, les artistes, depuis très longtemps, je veux dire, en fait, il y a toujours eu une résistance. Et il y a toujours eu ici, avant que les Européens viennent et amènent les concepts dans la culture, et nomment les choses à partir de leur point de vue. Donc, ils amènent le théâtre. Et quand on dit théâtre, on se réfère tout le temps à la culture européenne. On veut dire, on se réfère tout le temps à la culture occidentale. Alors que les formes de représentation, ben, relativement, mais tu sais, plus aujourd'hui. Oui, mais en fait, le mot est d'origine grecque, donc c'est clair d'origine grecque, tu sais. C'est ça. Ça pointe directement vers une tradition. Vers une tradition occidentale. En tout cas, tout à fait. qui est un des fondements de la tradition occidentale. Mais on Absolument. sait aujourd'hui que, bon, il y a un théâtre chinois, il y a un théâtre Bien sûr. de tous les peuples Bien sûr. humains sur la planète ont créé leur propre forme de représentation, de distanciation ou de dénonciation. Parce que c'est un besoin intrinsèque de la collectivité humaine. Il faut qu'on puisse avoir un miroir de soi, une capacité de se représenter, une capacité de dénouer les enjeux qui peuvent être soit tragiques, la tragédie au sein de la collectivité humaine, ou soit la maladie, donc une maladie collective ou personnelle, individuelle. Et le théâtre a toujours eu cette fonction thérapeutique et, bon, et en même temps de oser déjouer les tabous, ou en tout cas transcender les tabous pour mettre en présence la collectivité humaine avec ses propres souffrances, ses propres problèmes, ses nœuds gordiens dans lesquels qu'elle doit dénouer pour pouvoir se réétablir en équilibre avec le milieu qui est autour. Donc, les peuples autochtones ont toujours eu un théâtre, et un théâtre qui avait cette fonction dans la société de réétablir, si tu veux, les mécanismes sains, hein, de saine convivialité entre les hommes, et pas seulement entre les hommes, mais entre les hommes, les animaux et le milieu, hein, le lieu. Et donc, oui, moi, j'ai participé avec d'autres à des débats politiques et des débats, je dirais, quand on parle de polémique, on parle de points de vue qui sont liés à la pratique de mon art, mais qui entraient pas en conflit, mais comment dire ça, en confrontation. En confrontation, qui m'obligeait à une réflexion, des fois à affronter des situations dans les institutions, par exemple, que ce soit les conseils des arts, que ce soit les universités ou d'autres, avec lesquels je n'étais pas d'accord, sur comment on lisait l'art contemporain autochtone. Et sur le plan politique autochtone aussi, j'ai beaucoup, tant par la poétique, c'est-à-dire par les œuvres théâtrales,
puisque au cours de mon parcours, j'ai travaillé j'ai énoncé mon théâtre à travers différentes formes de théâtralité, dont une était la dénonciation parfois de certains comportements ou tu vois, qui étaient, à mon avis, pernicieux, tu sais, et que nous-mêmes, les Autochtones, on n'est pas juste bons Indiens, là. C'est pas. Non, mais ça, en fait, ça c'est intéressant parce que tu as une dimension de confrontation aussi avec les communautés autochtones, c'est-à-dire ou avec, par exemple, si on veut, des organisations qui sont censées représenter les intérêts autochtones, mais qui, comme tu le dis dans un des textes du livre, entre autres, font très peu de cas justement de la place que l'art doit ou devrait occuper au sein des communautés autochtones. Puis tu revendiques auprès des autorités autochtones une- un, un élargissement du regard par rapport à ça. Absolument. Tu sais, je pense que la démocratie autochtone doit se réformer. Tu sais, on a hérité d'institutions qui découlent de l'imposition de structures coloniales de gouvernance, des conseils de bande, etc. Même l'Assemblée des Premières Nations du Oui. Québec-Labrador ou du Canada sont des institutions qui découlent, bien sûr, qui sont à la base des efforts énormes de représentativité dans la structure politique canadienne, des efforts énormes faits par les Autochtones, on nie pas ça. Mais aujourd'hui, au cours des 20 dernières années, il y a une espèce d'inertie et je pense qu'il y a lieu qu'il y ait un changement majeur au niveau des structures politiques autochtones de représentativité pour qu'on aille vraiment plus une assise beaucoup plus solide en termes de présence et de poids politique dans la société canadienne et québécoise, mais aussi il est impensable que le politique autochtone ne s'intéresse pas à ces artistes, aux artistes autochtones qui manifestent, qui sont en première ligne dans tous les débats politiques, dans les manifestations dans la rue, dans la représentation des cultures autochtones et dans la défense de ces cultures-là. Les artistes sont les fers de lance de la revendication et de la protection des cultures, de l'avancement de nos cultures. Et je ne comprends pas que le politique ne porte pas une attention à ce discours-là. Oui. Ça m'attriste beaucoup. Est-ce que tu vois des obstacles, par exemple, au fait que, parce que tes prises de position et ta pratique théâtrale même, elle est à l'enseigne, elle est logée à l'enseigne des Amériques. Ça, c'est clair. D'un bout à l'autre de ta pratique théâtrale, il y a cette volonté-là, cette exigence-là même de retrouver, de rechercher, de revitaliser des traditions autochtones d'un bout à l'autre du continent. Mais est-ce qu'il n'y a pas des obstacles à ça au moment où, par exemple, les revendications des communautés sont souvent faites en rapport aux intérêts directs des communautés? Comment tu vois ça, cette C'est espèce ça. de C'est-à-dire, cohabitation-là entre le local des communautés autochtones, par exemple au Québec, et puis les revendications d'ensemble qui traversent les Amériques? Parce que, bien entendu, ce qui se passe en ce moment au niveau des communautés autochtones, c'est un mouvement continental. C'est-à-dire que ça se passe aux États-Unis, ça se passe au Mexique, ça se passe partout au Pérou, en Bolivie. Alors, comment tu vois ça, cette espèce de situation-là, disons, en général, d'autochtonie continentale, mais en lien, bien entendu, évidemment, toujours avec des intérêts ou des problématiques locales? c'est sûr on touche des questions extrêmement complexes, mais pour moi, il est extrêmement important. C'est pour ça que je dis qu'il faut que le politique autochtone, les structures politiques autochtones actuelles au Québec et au Canada se réforment sur le plan de la représentativité, sur le plan de l'ouverture à l'ensemble des groupes qui peuvent être, qui sont des porte-paroles importants, que ce soit les femmes, les artistes, etc., que tout ça devienne un forum politique, oui, un aréna politique qui est porteur de l'ensemble des visions qui nous ouvrent sur le futur. Il faut
pour aller en avant, il faut comprendre ce que l'on était avant et quels sont les mécanismes politiques que nous avions à l'époque précolombienne qui nous permettaient de construire des alliances à des échelles pancontinentales. Et ça, on sait que ça existait. On sait que ça a existé et que ça existait. Ça a été rompu par les conquérants qui ont séparé le continent en entités nationales comme le Canada, les États-Unis, le Oui, Mexique, etc. mais Mais en même temps, avant, faut pas négliger le fait qu'il y avait, même dans ces contextes-là précolombiens, des rivalités extrêmement vives entre oui, certains groupes. absolument. Mais il y Tu avait, sais, il y avait les Aztèques étaient, par exemple, au Mexique, pour ne donner que cet exemple-là, des conquérants féroces des populations autochtones que les Aztèques réussissaient à soumettre à leur pouvoir et à leur domination. Donc, il y avait quand même aussi des rivalités importantes, là. non, on lit pas ça. Je veux dire, mais tu sais, c'est sur des échelles de temps tellement grandes. Tu sais, si on parle ne serait-ce que des Aztèques, on parle d'une civilisation, d'un moment de civilisation qui, sur 300-400 ans, là, et donc c'est énorme. Là. Donc, quand on parle par exemple, de la structure de l'Empire aztèque, on emploie des mots qui sont des mots qui viennent de l'Occident, donc empire, vassalisation. Donc, il y a des peuples qui amènent le tribut à l'Empire, mais c'est des structures qui existaient depuis déjà 2000 ans avant. Soit ce système, ce régime précolombien de système d'organisation de grandes cités où vivaient des gens, c'est 100 000 personnes, 50 000 personnes, à peu près autant que dans les Oui, grandes villes, les grandes capitales d'Europe de la oui, même époque. oui, oui. On parle de systèmes extrêmement complexes de circulation, d'échange, de circulation, tout ça. Il y avait aussi, au-delà des rivalités guerrières, parce que ça aussi, c'était assez institutionnalisé, le comment on menait les rivalités, les guerres. Euh, il y avait aussi un système de diplomatie, d'échange extrêmement élaboré. Et c'est vrai pour mettons, si nous ramène plus proche de nous, c'est vrai pour la civilisation iroquoienne. Comment on s'est développé sur des centaines d'années, 1000 ans peut-être, le système des maisons longues, des confédérations, etc. Mhm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour revenir à ce qu'on voulait, comment il y a des vases communicants entre ce qu'on pense être le passé très éloigné, mais qu'en fait, qu'on doit se réapproprier dans le maintenant. Je vais donner un exemple très, très simple. Prenons ce qui vient de se passer avec la mort de Josh Echaquan. Est-ce que ça concerne uniquement le Québec? Est-ce que ça concerne Alors, uniquement bien les sûr, Indiens du Québec? Non, ça concerne les trois Amériques. bien sûr. Imaginons qu'on a des alliances à l'échelle des trois Amériques, que le focus politique pan-américain est tourné vers cette situation-là. Ben, je pense qu'on aurait une force politique extrêmement puissante Tout à à fait, l'échelle de l'humanité. tout à fait. Faisons le pendant de ça. En Colombie, présentement, il y a eu, au cours des 2 dernières années, plus de 275 politiciens et leaders autochtones qui ont été assassinés. Alors, si on était tous ensemble et qu'on était tournés vers la Colombie, il y aurait peut-être une pression telle sur le gouvernement colombien on assisterait non pas une transformation radicale, mais au moins un mouvement de pacification. On a Mais le est-ce que, même problème oui, présentement quand il y a eu quand Evo Morales a été démis de son poste et tout ça, etc., et qu'on a accusé de corruption, etc. Si on avait été tout le monde ensemble, peut-être que l'extrême droite, dont tous les ferments d'action sont comment je dirais ça, assis sur les évangélistes qui se servent, qui constituent des milices armées en Bolivie, il n'y aurait pas eu cette déstabilisation politique et sociale qu'on a vue par la suite. Là, maintenant, il y a tant, un rétablissement des ouais, choses, mais présentement, le grand désordre qui est en train de se vivre, c'est le Pérou qui vient de se succéder 3 présidents, un après l'autre, dans l'espace de 2 semaines, ouais. mais qui est un pays totalement, qui est devenu, qui vit une incohérence politique présentement extrêmement grave.
et ainsi de suite. Donc, moi, j'ai Oui, l'impression que si on avait une structure politique représentative forte au Québec et au Canada, on pourrait rebâtir des alliances avec des structures politiques autochtones à l'échelle des Amériques. Et mais je ça pense, permettrait peut-être une c'est ça. garantie. Je pense, excuse-moi. Excuse-moi, Jean-François, juste Oui, oui, finir. oui. Une Oui, oui. garantie qui nous permettrait peut-être d'échapper à la violence systématique et malheureusement qui perdure depuis la conquête dans plusieurs régions des Amériques. Et ce qui arrive en Bolivie ou on le voit en Amazonie avec les peuples amazoniens présentement qui luttent pour protéger leurs forêts, nous affecte, nous ici. Là. Et pas Mhm. seulement les Autochtones, c'est tout le monde. Parce Bien qu'on sûr. vit dans cette Amérique qu'on n'a pas intégrée et qu'on continue, la conquête, elle continue à détruire les territoires et à déconstruire les cultures autochtones. Ça, Oui, c'est la réalité. oui. Ben, écoute, si j'entends bien ce que tu dis, c'est que tu en appelles en fait à la création d'un forum autochtone continental à l'intérieur duquel pourraient se présenter certains ambassadeurs autochtones Oui, une et puis espèce de nouer des Nations liens. unies autochtone, soit Je, je considère que tu serais certainement un des meilleurs ambassadeurs qu'on pourrait avoir pour représenter la cause autochtone au Québec, mais non seulement au Québec, parce que ta compréhension de la cause autochtone à travers les Amériques te permet cette vision-là très, très écuménique des choses. Je vois que, parce qu'on est un peu contraint aujourd'hui par le temps, un petit peu, oui. on avait à peu près une vingtaine, une trentaine de minutes. On peut prendre des questions. S'il y avait des questions, par exemple, parce que c'était ça un peu l'idée aussi aujourd'hui, s'il y avait des questions où on peut continuer, mais s'il y avait des questions, gênez-vous pas, en fait, donc les gens qui écoutent, pour les poser. Puis on va peut-être poursuivre la discussion, avec un œil attentif là, sur le petit babillard à Oui, côté qui nous indique là, qu'il y aurait des questions éventuellement. pour le Donc moment voilà, c'est ça. avancé. La, la création d'un forum autochtone continental. Moi, personnellement, en tout cas, c'est sans doute euh, un des aspects de ton œuvre qui m'a le plus frappé depuis les tout débuts. Ça fait quand même quelques années là, que je m'intéresse en particulier à Ondinoc, puis par la suite à ta contribution dans d'autres domaines et tout ça. Mais c'est vraiment, à mon sens, ce qui caractérise, ce qui m'a frappé, moi, ce qui caractérise ton travail, c'est cette adhésion-là à une idée continentale. Puis évidemment, moi, personnellement, ça me rejoint et ça me touche parce que j'ai été mêlé dans les 20 dernières années, peut-être même à partir, ouais, plus que ça, trentaine d'années pratiquement, à une réflexion sur la question de l'américanité, tu vois. Une réflexion sur l'américanité dans laquelle moi je voyais qu'il y avait une composante autochtone fondamentale, mais qu'on ne savait pas intégrer nécessairement à ce débat-là sur l'américanité. Or, personnellement, il me semblait que c'était fondamental. Puis quand j'ai rencontré ton œuvre, en fait, puis quand j'ai commencé à m'intéresser au théâtre d'Ondinoc et tout ça, pour moi, ça répondait justement à cette carence-là qu'il y avait sur l'idée qu'on était en train de reconstruire les Amériques à partir des années 80, avec tous les mouvements qu'il y a eu d'entente de libre-échange avec les États-Unis, avec le Mexique ensuite, puis tout ça, ça réveillait, je me souviens du premier sommet des Amériques, entre autres, ou pas le premier, mais en fait le premier qui a été tenu à Québec en 2001, où il y a eu une mobilisation citoyenne pour, entre autres, pour dire aux gens qui se rassemblaient au sommet là, à Québec qu'il y avait une base aussi dont il fallait qu'ils s'occupent, une base à la pyramide, en fait, qu'on pouvait voir à ce moment-là. Et puis, pour moi, ben justement, la question autochtone ou l'apport des cultures autochtones faisait partie de cette base-là de l'américanité. Sauf que les débats auxquels moi je prenais part en tant qu'universitaire, que sociologue et tout ça, sur la question de l'américanité, faisaient complètement l'impasse, ou en tout cas la plupart d'entre eux faisaient l'impasse là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas de cette dimension-là autochtone, alors que moi, personnellement, ça m'apparaissait fondamental. Puis ben, retournerais la question presque à l'envers en te demandant si toi, c'est pas un peu le contexte d'interrogation par rapport aux Amériques dans ce cadre-là qui a pu inspirer certaines de tes positions
euh, continentale par rapport à l'autochtonie. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Euh, Pendant que tu parlais, je réfléchissais. Ça me faisait rêver d'autre chose. Ben, comment, comment, comment situer ça? Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai l'air de proposer, je suis un idéaliste et j'ai l'air de proposer que des utopies. Tu sais. Mais je pense que le politique ne peut pas, le politique autochtone ne peut pas juste répondre au pragmatisme des situations immédiates. Il faut qu'on ait un grand projet, un grand rêve, et ça, c'est se relier au fondement de toute la résistance autochtone depuis le début, je dirais, tu sais, euh, et, 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 et aussi avec les fondamentaux de nos cultures autochtones qu'on partage à l'échelle des Amériques, comme par exemple le rêve. Et donc, par exemple, je vais essayer d'être concret pour essayer de répondre à ta question. Si on regarde le Grand Nord québécois actuel, le Grand Nord québécois est devenu pratiquement, strictement un territoire de ressources, d'exploitation. Okay? Pour l'industrie minière, pour les emprises d'Hydro-Québec sur les grandes rivières, en partie la coupe de bois qui de plus en plus monte vers le nord. C'était un projet, ce projet de réserve de ressources, de pays ressources, de territoires ressources. Ce projet-là a été mis en marche par différents gouvernements successifs depuis très longtemps, depuis un certain temps. On a sédentarisé les Inuits, les Naskapi. On a fait la Convention d'Abidjan pour sédentariser les Cris et les Inuits du Nunavik. Par la Convention, on abolissait le titre foncier de ces deux groupes-là, particulièrement les Cris et les Naskapi et les Inuits, qui sont sous la Convention, qui ne vivent plus sous le régime des réserves, mais bien sous le régime de la Convention, sont municipalisés. Donc, tout ça pour permettre le développement, le modèle de développement économique du Québec, qui était les grands barrages à l'époque, et par la suite, le développement minier maintenant. Il y a encore des barrages à faire. On sait que Hydro-Québec a cartographié tout le Grand Nord et tous les projets qui sont dans les cartons d'Hydro-Québec, il en reste encore plusieurs. Par exemple, la rivière Georges qui coule vers l'Ongava, mais c'est situé tellement loin dans le territoire, mais ça commence à devenir des projets qui pourraient être rentables dans le futur. On parle d'un contexte où les peuples Inuits, par exemple, qui revendiquent, qui ont des revendications territoriales, sont quasiment dépossédés de leur territoire, de leur capacité mettons, de s'occuper de leur territoire, parce que déjà, les compagnies minières, par exemple, à partir du moment que les compagnies minières font un claim sur un espace territorial, ça devient à eux. OK? La même chose pour Hydro-Québec. Les emprises de Hydro-Québec sur la rivière, je pense que c'est pas loin de 40 km chaque côté de la rivière. Donc, c'est des immenses portions de territoire qui sont plus négociables. OK? Donc, l'autre aspect de ça, c'est que si on n'a pas d'utopie, si on fait juste répondre à OK, ils vont exploiter ça, on va demander des redevances, etc., etc. S'il y a juste cet échange pragmatique qui est au lieu, qui est dans l'immédiat et qui est probablement nécessaire, on ne peut pas s'empêcher d'y réfléchir. Tu sais. Mais si on n'a pas d'utopie au-dessus de ça, que comme peuple Innu, comme peuple autochtone, de dire ce lieu a été, et ces animaux ont été les pourvoyeurs millénaires de notre culture. Ils ont, tu sais, et si on ne rêve pas à ça, si on ne rêve pas à d'autres fonctions que strictement la fonction d'exploitation, il n'y a pas d'avenir pour nous. Mais est-ce que tu n'as pas Il n'y a pas l'impression, de par vrai exemple, avenir. ouais. Parce qu'on a été sédentarisés dans des communautés, dans des réserves, hein, sous la loi de la loi des Autochtones. Et c'est comme si on est dans une phase d'urbanisation, de village, de faire des réserves. On a passé du mot réserve à communauté, puis maintenant village. Tu sais. C'est qu'on continue à se développer sur le modèle
complètement occidental. On fait juste suivre en arrière. On n'a Mais, pas notre propre projet. mais est-ce que tu n'as pas l'impression que, parce que tu l'as cité, c'est un exemple assez intéressant, puis même assez unique, bien que controversé, bien entendu, mais dans les Amériques, la Convention d'Abidjan. Est-ce que tu n'as pas l'impression que dans ce contexte-là, le- 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 les nouvelles conditions qui sont faites, qui sont plus des conditions de réserve, comme tu l'as très bien mentionné, à l'intérieur de cette convention-là, permettent pas aussi un développement autonome des communautés? Je pense évidemment en premier lieu à la communauté crie de la baie James, aux communautés crie de la baie James, qui bénéficient en fait d'une certaine autonomie de développement que bien d'autres communautés autochtones qui vivent sous le régime des réserves peuvent leur envier. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, c'est-à-dire dans l'échange, est-ce qu'il n'y a pas eu un gain du point de vue de la capacité d'auto-organisation, d'autonomie, en fait, donc de certaines communautés, CRI en particulier dans ce cadre-là, qui montrent disons, des transformations par rapport à un système de réserve, ou de la loi sur les Indiens, tout ça qui est un carcan qui bouge très peu finalement, qui est très... alors, est-ce qu'il n'y a pas des Bien ouvertures là, sûr. qui sont... Bien sûr, tu sais, on peut voir, on pourrait, là, on rentre dans des cas particuliers, mais on peut voir effectivement que la Convention était bénéfique au CRI sur le plan économique, sur le plan des ressources, de l'amélioration des conditions de vie, des bâtiments, etc., tu sais, les maisons, l'éducation. Parce qu'en fait, la Convention a monté au nord les structures du Sud, hein, la commission scolaire, le système de santé, tout ça est devenu la façon de vivre des CRI. OK? Les CRI vivent dans un système plus ou moins, mais en tout cas, quand même ils vivent à la CRI, là. Ils sont quand même chez eux, mais ils vivent avec des structures qui sont complètement imposées par la Convention, qui viennent du comment on vit dans le Sud. Donc, on a à peu près les mêmes systèmes de commission scolaire, etc., etc. Mais Bon, on a un enseignement en langue cri, par en contre, langue cri, en oui, même temps que... il y a quand même des avancées dans tous les niveaux. Tu sais, on a quand même avancé au cours des 40 dernières années là, sur plusieurs aspects. Mais il y a des problèmes, il reste qu'il y a des problèmes fondamentaux au niveau de la culture, de la transmission de la culture et comment cette culture qu'on hérite qui vient du monde des chasseurs, hein, du monde de la chasse, du nomadisme, de l'autonomie complète dans un territoire et d'un lien avec ces animaux, un lien spirituel avec ces animaux. Comment cette culture-là peut se maintenir vivante dans le maintenant, dans un cadre où chaque jour, les structures de gestion de la réalité sont occidentales et déconstruisent complètement la relation, tu vois. Moi, comme autochtone urbain, on va dire, tu sais, et pour plusieurs d'entre nous, et même c'est vrai dans certaines communautés, il y a de moins en moins comment je dirais ça, notre univers, notre contexte, tu sais, ce qui émane de notre vivre ensemble est pas relié comment je dirais ça? Je ne vois pas, par exemple, moi, chaque jour que je sors à Montréal, il n'y a rien qui me dit que je suis autochtone. Je marche dans un Disons que monde les, disons que les signes sont vraiment très estompés, très ça, je pense estompé. que oui, Dans oui, une tout à fait. réserve, dans une communauté, il y a des signes. Ils sont beaucoup, beaucoup à l'intérieur des maisons de chaque famille où on voit, et ça, je réfléchissais à ça, tu sais, c'est assez extraordinaire de voir comment les Autochtones, tu sais, décorent leur maison à l'intérieur, tu sais. Comment les signes sont abondants. Les signes de l'indianité sont abondants, de l'identité. On a besoin de ça pour Bien se sûr, dire indien, tu sais, parce bien que sûr. les maisons de réserve, c'est des maisons qui ont été à une certaine époque, mais encore aujourd'hui, ça change présentement, mais tu sais, qui étaient toutes pareilles. Hein, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens de certains amis qui venaient dans une communauté, mettons, toute petite comme Maliotenam, tu sais, et qui se perdaient dans la communauté parce que tout est pareil. Tu sais.
Fait que, à une certaine époque, c'était comme ça. C'était tout pareil. C'était tout le même modèle. Donc, Ouais. cette espèce comment je dirais ça, de mise en réserve où que tout est pareil, c'est aussi un effacement de ce que tu es. Tu sais. Parce que au moment où les Indiens avaient leur propre autonomie, tous leurs signes étaient constamment là. Tu sais. Et quand on parle d'art, tu sais, il ne faut pas oublier qu'à la grande époque précolombienne, les Indiens portaient l'art sur eux. Oui, bien Ils sûr. étaient tatoués, ils étaient, tous leurs canaux d'écorce, Les vêtements, oui, oui. Tout ça, c'est des marques les d'identité, signes, des marqueurs d'identité voilà. forts. Ça, Oui, oui. c'est très fort. C'est ça, l'art. L'art, c'est ça. L'art, c'est réénoncer les signes qui nous font autochtones, qui dialoguent avec nous. Tu sais. Et ça, c'est extrêmement important. Ici, dans l'Amérique du Nord, on a, tu sais, malheureusement, à cause des modes de vie, à cause des milieux écologiques aussi, on n'a pas de grandes traces archéologiques. On en a, mais on n'en a pas des grandes, comme par exemple dans les cultures mésoaméricaines, C'est où sûr. là, il y a une mémoire, tu sais, construite sur du dur. Tu sais. Il y a Oui, il y a des mais, vestiges. oui. Tu sais, Mais, mais, mais malgré tout, dont la reconnaissance est relativement récente aussi, c'est-à-dire que c'est parce qu'en plus, on a intégré ça à l'industrie touristique et tout, puis les travaux en archéologie se poursuivent et tout, ça va être, c'est vraiment devant nous, hein, c'est un chantier qui est complètement ouvert, et tant absolument. mieux, et tant mieux. Absolument. Et tu Mais, sais, mais puis c'est vrai qu'ici, c'est pas tout à fait la même échelle, là. Mais non, c'est par contre, ce qu'on voit ici, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un dynamisme au niveau de la création artistique et culturelle autochtone qui est indubitable. C'est-à-dire qu'on voit depuis au moins une quinzaine, une vingtaine d'années, puis évidemment, on dit qu'elle est certainement précurseur dans ça parce que ça remonte à 35 ans, on voit une revitalisation de ces signes-là, de ces symboles-là d'appartenance, de tout ce qui peut manifester, en fait, l'identité autochtone dans ce qu'elle est. Et puis, je pense, personnellement, en tout cas, mais peut-être je suis biaisé là-dessus, mais j'ai l'impression que ça commence à avoir des effets à l'intérieur de la société au sens large. C'est-à-dire que oui, il y a une réappropriation de la part des Autochtones et des communautés autochtones elles-mêmes de leur culture, donc de leurs symboles, de leurs signes et tout ça. Mais j'ai l'impression aussi que vers l'extérieur, il commence à avoir un écho de cette réappropriation-là, puis de ce mouvement-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... absolument. C'est sûr que l'avancement qu'il y a eu depuis les 35 dernières années, dû aux artistes, beaucoup, aux politiques en grande partie aussi, parce qu'il y a quand même eu la Charte des droits des peuples autochtones à l'ONU. Donc, on peut reconnaître qu'il y a quand même un parallélisme, mais les artistes autochtones ont fait beaucoup pour la réintroduction au sein même de leur communauté des vrais liens avec leurs signes et avec leurs mythes et avec les fondements de leur propre culture. Oui, Je vais prendre l'exemple de chez moi. Moi, je suis Huron-Wendat, donc à Wendake. Quand j'ai commencé à faire du théâtre en 84-85, le lien entre la culture qu'on appelle traditionnelle, la culture qui était notre culture fondamentale à l'époque du contact, était vraiment très malmenée et très rompue. Il y pour avait dire le moins. des Oui, oui, individus, quelques familles qui avaient oui. maintenu des choses et on en était à l'utopie d'une reconstruction culturelle. Hein, il y avait Georges Chiouy qui a entrepris à cette époque-là des études en histoire, qui était Oui. devenu le premier historien autochtone du Canada et qui a beaucoup plaidé pour la réinterprétation de notre culture de base fondamentale, donc de l'ancienne Confédération Huron-Wendat, et qui a réintroduit, rééclairé des concepts extrêmement importants qui sont fondateurs de notre identité. Donc, aussi, à ça participe un intérêt à la mythologie. Et à partir de là, moi, j'ai œuvré au théâtre. En parallèle, a commencé à Oui. se développer des écrivains et tout ça, etc. Donc, c'est les artistes aussi qui ont réintroduit dans ma communauté la Maison Longue, qui est un système à la fois de gouvernance et un système cérémoniel et un lieu, un foyer de culture, de manifestations culturelles qui sont totalement irreconnus.
et ce qui n'était pas le cas avant. Donc, on a dans ma communauté ce foyer, ce petit groupe de monde qui est encore mais qui a grandi au cours des 20 dernières années, qui a grandi énormément. Et à ça, a succédé l'intérêt pour la réintroduction de la langue, ce qui n'est pas Oui, n'importe quoi. oui, Donc, oui, tout à fait. on se réindianise, on se réécoïse, on pourrait dire ça. On redevient Iroquois, on redevient Wanda, Ouais, parce ouais, qu'on a réussi à faire revivre le feu qui nous nomme profondément, qui nous ouais, nomme comme Iroquois. Donc, ça, c'est un exemple, tu vois, du travail énorme qui doit être fait. Mais en même temps, moi, je dirais, le problème qu'on a, un des grands problèmes au Canada, c'est ce régime des réserves, hein, le régime de la loi sur les Indiens, qui a créé l'ensemble des réserves au Canada, qui est un projet totalement, je veux dire, avec une volonté de sortir les Indiens de la réalité, de les parquer dans des portions de territoire et de les oublier là, en ouais, espérant qu'ils disparaissent. C'était ça le projet à l'époque. Mais tu sais, on est rendu à un moment, pour revenir à ce qu'on parlait de pancontinentalité, de refaire des alliances à grande échelle, ben il faut sortir de nos réserves. Il ouais, faut se défaire, dépêtrer de ce système, de cette structure qui, oui, a eu un effet paradoxal. Okay? A permis, tout en étant oublié, a permis justement dans ce moment d'oubli à certaines communautés, à certains peuples de se maintenir leur culture, paradoxalement. Mais maintenant, on est rendu à un point de rupture. C'est-à-dire, si le peuple autochtone, à l'échelle du Canada, doit reprendre une place et devenir acteur actif au sein de la société sur toutes les tribunes, ben, il faut qu'on sorte de ce système-là. On est autochtone partout, pas ouais, seulement dans notre communauté, pas seulement au Québec, mais à ouais. l'échelle du Canada. Donc, moi, je suis autochtone à Montréal, à New York, à Mexico. C'est Bien ça sûr. qu'il faut déjouer. Ben, Toutes ces frontières qui doivent. Évidemment, j'ai un discours utopiste, mais c'est ce grand rêve de c'est-à-dire, ouais, participer au monde au lieu d'être une curiosité et ouais. d'être quelques-uns qui viennent plaider devant la caméra pour dire on existe, coucou. Ouais. Je vais te poser en fait une dernière question parce que notre temps est pratiquement écoulé, là. Je vais te poser une dernière question qui touche exactement ce que tu viens de dire, mais qui va l'entraîner sur un terrain différent. Puis évidemment, on pourrait, j'ai l'impression, en ouvrant cette porte-là, continuer à discuter pendant 3 heures. Mais il va falloir être très bref parce qu'il nous reste à peine même pas une dizaine de minutes. Alors, ce dont tu parles, j'ai l'impression que ça touche exactement un des aspects fondamentaux de ton projet d'écriture, mais entre autres aussi ce qu'on retrouve dans ce livre-là, à savoir que le point de rupture dont tu parles, c'est un point qui, oui, table sur une redécouverte des cultures autochtones, mais sur leur transformation aussi. As-tu l'impression que la voie de salut, on pourrait dire ça comme ça d'une certaine façon, se trouve dans la direction d'une transculturalité? C'est-à-dire d'un mouvement qui permet une transformation, en fait, des cultures en même temps que leur réaffirmation. Je prends juste l'exemple très, très, très concret de ce livre-là, qui est en fait une forme parfaitement occidentale, mais en même temps qui donne accès à une vision autochtone. Ça m'apparaît comme un objet, personnellement, transculturel, tu vois? OK? Alors, as-tu cette impression-là que, et là, très rapidement, je te demande une Oui. réponse courte, c'est Ben, difficile, je sais, mais en fait, moi alors que c'est l'art du théâtre est le lieu même de cette rencontre transculturelle, autant entre nous, autochtones, qu'avec, en dialogue avec la société dominante ou avec les Québécois, avec les humains. Parce que le but de toute culture, c'est de fabriquer des grands humains. Hongwe, Hongwe, comme on dit dans notre langue, mais aussi, tu vois, tous les artistes, Florent Volant, Joséphine Bacon, tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un discours, une présence à travers la société québécoise qui est une charnière de transculturalité.
Si on lit les poèmes de Joséphine Bacon, qui nous amènent dans la toundra et dans la pensée inoue en lien avec le Papagasik, le maître des caribous, à un moment où le troupeau est quasiment extinct présentement, on est dans une, non, pas seulement dans une nostalgie, mais dans un moment de partage d'une profondeur qui appartient en propre au monde inou, autochtone, mais qui est partagé avec les Québécois sur qu'est-ce que c'est que ce pays-là, ce territoire qu'on appelle Nitassinan ou Nojimut, comme dit Joséphine, mais qui est totalement méconnu par les Québécois. La poésie de Joséphine nous permet à tout le monde d'en avoir un peu la saveur, de toucher à l'esprit de ce territoire. Et c'est la même chose pour Florent Volant. Cette transculturalité, elle est déjà brisée, la frontière de la communauté, de la réserve, tout en étant profondément Innu, tout en étant profondément Ongwe, ou tout en étant profondément Quechua. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas encore, tu vois, cet échange à l'échelle des trois Amériques sur le plan artistique, sur le plan, ne serait-ce qu'on voit ici qu'est-ce qui se passe là-bas, que là-bas qui voit qu'est-ce qui se passe ici, ça serait fabuleux. Ça amènerait une espèce d'apaisement, en même temps, une découverte de comment les artistes actuels autochtones réactualisent un passé qui n'est jamais passé et qui devient la richesse du futur, tu vois. Et c'est fascinant parce que moi, j'écoute, je connais j'ai des amis à moi, tu sais, à Cusco, au Pérou, grand acteur, Amiel Caillot, qui joue dans des films qui ont gagné des prix à travers le monde présentement. Un des films qui s'appelle Le Rétablo, qui a gagné des prix partout dans le monde et qui parle de la culture profonde quechua et aymaras. Et c'est pas du tout folklorique, c'est pas du tout une vision nostalgique. Ça parle de thèmes extrêmement difficiles dans le monde péruvien de l'homosexualité. Et donc, on est dans un rapport de culture très, très archaïque et ancienne qui se réénonce dans le présent à travers un médium qui est le cinéma et qui va sur les grandes tribunes internationales. Et c'est ça, c'est là qu'on s'en va. C'est-à-dire que de plus en plus, je fais le souhait que les artistes autochtones soient de plus en plus présents à travers tous les médiums et que, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se réénoncer, qui est extrêmement important pour tout le monde, pour l'avancement de l'humanité dans laquelle on est, avec les échéances écologiques dans lesquelles on est tous, on ne pourra pas, je pense, passer à travers ce qui s'en vient sans la réintroduction de ce que est l'Amérique autochtone. Je suis assez d'accord avec toi. Je suis même très d'accord avec toi. En fait, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Puis, je pense que, encore une fois, je te remercie beaucoup, en fait, disons, en terminant cet entretien-là, d'avoir fait preuve de ton habituelle générosité dans la manière par laquelle tu réussis à exprimer ces idées-là. Puis on voit très bien que c'est pas de la provocation pour que ce soit de la provocation. On voit très bien qu'il y a une grande recherche de médiation, en fait, dans ton travail. Puis je pense que, en tout cas, les gens qui vont pouvoir avoir accès à ton livre ici vont se rendre compte aussi de ça, de toute cette profondeur-là, du travail de médiation que toi, en tant qu'artiste autochtone, tu es capable de mener. Puis là-dessus, ben, je ne peux pas faire autre chose que te remercier beaucoup, puis te dire, en fait, à la prochaine, parce que nos projets ne sont pas terminés. Il y a un très beau projet d'ailleurs qu'on mène conjointement qui va trouver, encore une fois, une voie de publication, puis ça va être encore une fois aux presses de l'Université Laval. Votre immense projet de création du Rabbinat Lochi à Montréal en 2010, qui va revivre, mais cette fois-là sous la forme d'un autre livre. Puis moi, j'ai très hâte qu'on
qu'on complète le projet puis qu'on le confie aux presses pour que, encore une fois, on puisse se retrouver puis parler de ça, de ces beaux projets-là, de transculturels, on pourrait dire d'une certaine façon, qui nous amènent à nous interroger ensemble sur les cultures autochtones, fondamentalement. Donc, merci aussi, je pense, en terminant, je ne sais pas si j'ai un mot de la fin pour toi, mais je voulais juste en profiter pour remercier les presses de l'Université Laval et en particulier Mélissa Côté qui a organisé cette rencontre-là. Fait que là-dessus, je te laisse le mot de la fin. Oui, moi aussi, je remercierais les presses de l'Université Laval d'avoir accepté de publier ce livre-là et Mélissa qui s'occupe de nous. Mot de la fin, je pense que comme on a discuté, évidemment, on a effleuré plein de choses, on n'a pas pu rentrer en profondeur, mais je pense que le livre est audacieux et arrive à un bon moment. Oui, Je pense que c'est cette vision d'ensemble. Le livre permet de rentrer en profondeur dans ce qu'on vient de parler j'espère que les gens vont s'intéresser. Je pense que les milieux universitaires, je pense que c'est un document qui est important à ce moment-ci pour mieux comprendre qui sont les artistes autochtones et c'est quoi la fonction de l'art oui. autochtone dans la société actuelle. Mais le livre est aucunement, ceci dit, le livre est aucunement réservé Aux aux universitaires, non? universitaires. Il est beaucoup plus large que ça. Et Oui. c'est une expression, justement, tu as une plume qui permet un public élargi. Puis pour ça aussi, ben, il faut te remercier. OK, ben écoute, non, oui. Merci. OK, À, bi- merci Jean-François. à À, bientôt, cher Yves. à bientôt, mon cher. À bientôt. Merci.